Alors, je vais présenter Finkielkraut à partir de quelques thématiques que je vous propose, qui sont assez brèves, hein. Quelques points comme ça, que j'ai numérotés, qui ne prétendent pas dire tout sur toute l'œuvre de Finkielkraut, mais au moins présenter des jalons essentiels de sa pensée. Le premier point, c'est ce que j'appelle le constat catastrophique sur l'école. C'est vrai que Finkielkraut, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est contre l'air du temps. Il s'oppose à ce qu'on appelle le relativisme culturel, très directement. L'époque tient pour suspecte toute évaluation, sous prétexte qu'elle s'imposerait aux individus de manière autoritaire, en sacrifiant la sacro-sainte liberté d'expression à des valeurs, à des vérités, dont ils ne peuvent prétendre être les auteurs, mais seulement les humbles héritiers. Alors, ce qui est rejeté apparaît dans l'ouvrage La défaite de la pensée, qui est un ouvrage qui date maintenant, qui a été écrit il y a une vingtaine d'années, un peu moins. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'idéologie, pour Finkielkraut, relativiste, démagogique, molle, qui est le fruit des délires égalitaristes post-68, et il vise très directement ce qu'on appelle le pédagogisme et l'idéologie postmoderne, qui a placé l'élève au centre de la pédagogie et donc au fond au centre du monde, quoi. Il y a une conviction forte que tout jugement de valeur qui prétendrait se fonder sur des jugements universels, sur des valeurs universelles au fond, est taxé d'autoritarisme, voire de fascisme. Le rap vaudrait la musique classique, Tintin vaudrait Balzac. Voilà. Les tags auraient autant de valeur que Picasso ou Renoir. Bref, toute hiérarchie deviendrait discutable. Et valoriser une opinion plus qu'une autre serait lui manquer de respect. Contre ce relativisme ambiant, adossé à un sacro-saint droit à la différence, Finkielkraut prévient. Un tel abandon détruit les fondements du débat démocratique. Finkielkraut rappelle donc l'héritage des Lumières, l'existence de valeurs universelles, et combat ce relativisme culturel. C'est la reconnaissance de valeurs communes, d'un savoir commun, valable quelles que soient les particularités de chacun, qui fonde l'appartenance à la nation française en son principe universaliste. Les progrès du relativisme font le lit de revendications particularistes qui menaceraient son unité. Ça, il écrit il y a une vingtaine d'années. Indépendamment de son aspect polémique, moi je reconnais là une forme de lucidité de ce qui nous frappe très violemment depuis quelques années maintenant. J'ai cité comme ça plusieurs passages pour mettre un petit peu dans l'atmosphère, puisqu'on retrouve ces livres-là, ici en l'occurrence, Un cœur intelligent, La défaite de la pensée, entre autres. Voilà ce qu'il écrit. Aujourd'hui, les livres de Flaubert rejoignent dans la sphère pacifiée du loisir les romans, les séries télévisées, les films à l'eau de rose, dont s'enivrent les incarnations contemporaines d'Emma Bovary. Ce qui est élitiste, donc intolérable, ce n'est pas de refuser la culture au peuple, c'est de refuser le label culturel à quelque distraction que ce soit. Ça, c'est écrit dans La défaite de la pensée. Une autre citation qui va un petit peu dans le même sens. La barbarie a donc fini par s'emparer de la culture. À l'ombre de ce grand mot, l'intolérance croît en même temps que l'infantilisme. Quand ce n'est pas l'identité culturelle qui enferme l'individu dans son appartenance et qui, sous peine de haute trahison, lui refuse l'accès au doute, à l'ironie, à la raison, à tout ce qui pourrait le détacher de sa matrice collective, c'est l'industrie du loisir, cette création de l'âge technique qui réduit les œuvres de l'esprit à l'état de pacotille, comme on le dit en Amérique, l'entertainment, la défaite de la pensée. D'où un problème, à mon avis, double. Il fustige la démagogie, c'est très clair, hein, c'est-à-dire il reprend le combat classique de la philosophie contre la doxa. Ici, il vise un renouvellement du propre champ éducatif, hein. Et c'est peut-être l'exigence qu'il ne résout pas, à mon avis, entièrement, mais on pourra en discuter ensuite, d'arriver à concilier l'exigence de la culture et de la pensée et le côté accessible. Parce que ça, c'est un vrai pari, hein, qui n'est pas seulement propre à l'école, à mon sens. Deuxième point, c'est la thématique de la culture avec ou sans la pensée. Voilà, la culture avec la pensée ou la culture sans la pensée.
Finkielkraut problématise ainsi sa démarche. Je le cite à nouveau. Malaise dans la culture, car la culture c'est la vie avec la pensée. Et on constate aujourd'hui qu'il est courant de baptiser culturel des activités où la pensée n'a aucune part. Des gestes élémentaires aux grandes créations de l'esprit, tout devient prétendument culturel. Alors pourquoi choisir la vraie culture au lieu de s'abandonner aux délices de la consommation et de la publicité, ou à tous les automatismes enracinés dans l'histoire? Certes, nul ne sort plus son revolver quand il entend le mot culture, mais, champions de la modernité ou apôtres de la différence, ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui, lorsqu'ils entendent le mot pensée, sortent leur culture. Une simple question est à l'origine de ce livre, La défaite de la pensée. Comment en est-on arrivé là? En fait, il reprend des thématiques qui plus tard seront développées dans un autre livre qui s'appelle Les territoires perdus de la République. Les frères Kouachi et Amédi Koulibaly étaient déjà scolarisés au collège. De l'atmosphère qui prévalait alors et a conduit tout au long de cette décennie, de déni en déni à une succession de crimes, nul ne voulait rien savoir. À l'apparition avait répondu un long silence médiatique, mais aussi politique, venu d'une partie de la gauche, d'où nous étions tous issus, écrit Bensoussan, l'un des auteurs. Nous nous sommes heurtés à ce refus d'entendre qui plombe la société française. La stigmatisation, venue là encore d'une partie de la gauche, nous priva de la parole publique et nous valut d'être qualifiés de racistes et d'islamophobes. La réalité nouvelle d'un antisémitisme d'origine arabo-musulmane était difficile à voir. Notre logiciel intellectuel était bloqué sur l'extrême droite et le régime de Vichy. Un schéma simple qui permettait sans risque de camper dans le camp du bien en rejouant sur le mode moral et fantasmé la Seconde Guerre mondiale. Et moi je rapporte ces propos liés à cet ouvrage, Les territoires perdus de la République, à l'essai de Finkielkraut, l'autre essai qui est dans la seule exactitude. Premièrement, première remarque, les idées sont violentes. Le terme de pensée avec ou sans, ou la culture avec ou sans la pensée, c'est un enjeu direct qui n'est pas seulement culturel, mais qui est aussi politique. Autrement dit, la culture sans la pensée interdit d'avoir un esprit critique sur le présent. Et le premier danger est là. On s'enfermerait alors dans des postures démagogiques et on qualifierait, avec des mots très intimidants, de type raciste, islamophobe, etc., toute tentative de penser le réel tel qu'il est, indépendamment de logiciels qu'on aurait en soi, notamment quand on est issu d'une certaine gauche radicale. Deuxièmement, la culture avec la pensée, c'est la capacité à penser par soi-même, quoi. C'est-à-dire à penser de manière autonome, et parfois à penser contre soi-même. Or, le constat de Finkielkraut est là, c'est que de démagogie, de déni en déni, on est devenu incapable de penser contre soi-même, puisque tout se passe comme si, au fond, on avait appris à répéter une nouvelle doxa, qui serait d'un côté les bons, de l'autre côté les méchants, d'un côté les oppresseurs, de l'autre côté les opprimés. Et on rejouerait sans cesse cette scène-là, et tout ce qui serait un peu différent, autrement dit la réalité vécue par le peuple, on est devenu incapable de l'appréhender dans sa complexité, dans sa souffrance. Et à mon avis, l'actualité très récente nous permet de mesurer à quel point le déni est dangereux. Il est dangereux parce que si la réalité, on ne l'affronte pas telle qu'elle est dans sa complexité, certains le font à notre place. Hein. Et en l'occurrence, on voit le problème de la démagogie. À une démagogie, on répond une autre. Voilà. À une démagogie qui baisse les bras, qui refuse de penser la réalité telle qu'elle est, on répond une autre. Voilà. D'où une remise en cause explicite. Une remise en cause de quoi? Une remise en cause de ce qui se présente comme une tendance systématique à l'autoflagellation française et à l'incapacité à penser et à désigner le mal en tant que tel, c'est-à-dire évidemment non pas l'autre ou les autres cultures, évidemment pas ça, mais le mal qui, en quelque sorte, serait la barbarie. Alors, je recite à nouveau Finkielkraut, je vais le citer de nombreuses fois. L'enseignement des collèges et des lycées se propose aussi de lutter contre les fantasmes islamophobes, par une présentation embellissante de la religion et de la civilisation musulmane. Les conquérants musulmans sont bien accueillis, les mosquées sont des lieux de vie, les califes sont au service de la science, les poètes écrivent des poèmes d'amour,
L'objectif n'est plus d'instruire les élèves, mais de les endoctriner pour qu'ils soient le mieux disposés. En abordant l'histoire du XVIIIe et du XIXe siècle sous l'angle, entre guillemets, un monde dominé par l'Europe, empires coloniaux, échanges commerciaux, traite négrière, virgule, on espère que le nouveau public scolaire retrouvera sa self-estime, que l'ancien perdra son arrogance, et que seront ainsi réglés tous les problèmes du vivre ensemble. L'école des savoirs a vécu, lui succède entre mauvaise conscience et commisération, l'école de la thérapie par le mensonge. Et ce sera de plus en plus dans les établissements privés hors contrat que trouveront refuge l'exigence et l'exactitude, systématiquement bafouées par le zèle miséricordieux de l'éducation nationale. Merci pour nous. Alors, on en prend plein la figure. Ça, c'est du Finkielkraut dans la lettre. Vous voyez un petit peu la tonalité, extrêmement engagée, violente, discutable, qui a le mérite, à mon sens, au moins de poser des problématiques, même si on ne partage pas toutes les analyses, c'est le moins qu'on puisse dire, toutes les solutions, qu'importe. Au moins, il repose le débat directement. Il n'a pas peur de prendre des coups. Voilà. Je veux dire qu'il en donne quelques-uns aussi, pour commencer. Donc, bon. Quelques remarques. Donc, il y a au moins une lucidité de Finkielkraut. C'est le refus de la démagogie, de la facilité. Deuxième point positif, à mon sens, c'est qu'il vise très bien l'essentialisation de la victime, ou autrement dit, la victimisation. Autrement dit, l'instrumentalisation de cela même que l'on prétend combattre et reprocher à autrui. Une certaine gauche, systématiquement, a adopté des postures victimisantes sans exigence, ce qui en réalité est un manque de respect vis-à-vis des gens en question. Parce que cette condescendance masquée consiste à quoi? À assigner à toute une communauté une essence de victime. À leur assigner une essence de victime, à les irresponsabiliser, à considérer que dans la mesure où ils appartiennent à une ethnie, il faut qu'ils se comportent comme des victimes en tant que tels. Et ça peut durer longtemps. En fait, précisément, il s'agit de refuser cela en postulant une véritable égalité, une égalité vers laquelle on veut tendre, mais il faut la postuler au départ. Sinon, on n'a aucune chance d'y arriver. Deuxièmement, il faut postuler une véritable universalité de la raison. Or, précisément, il faut penser la situation telle qu'elle est pour espérer la changer. En victimisant a priori les gens et en les assignant à résidence dans une identité culturelle qui devient une identité quasiment naturelle, au fond, eh bien, on rejoue le jeu du racisme, mais à l'envers. C'est plus un racisme violent, mais c'est un racisme larvé et condescendant. Vous êtes des victimes, vous avez une essence de victime, et donc nous, on va avoir pitié de vous. Si vous comportez à nouveau de manière, ici ou là, une extrême minorité, on est tous d'accord là-dessus. Eh bien, au fond, c'est pas très grave, puisque cela correspond à l'image qu'on se fait de vous. On ne se rend pas compte de la catastrophe intellectuelle que ça induit. Et c'est cela que condamne Finkielkraut. Troisième point, la distinction qu'il établit entre le progrès et le progressisme. Alors je relis à nouveau Finkielkraut, là c'est dans un article de l'Express. Le progressisme, c'est l'idée que tout est politique, et qu'en effet, on peut accéder à un monde meilleur par un bouleversement radical des institutions, par la révolution ou l'élimination des méchants. Nourrie de cette espérance, la gauche progressiste ne voulait pas voir les horreurs commises en son nom. Et quand elle les voyait et finissait par condamner le communisme soviétique, c'était pour reporter aussitôt son impatience messianique sur Cuba ou sur la Chine. La gauche antitotalitaire, à l'inverse, s'est inspirée de Solzhenitsyn et des dissidents pour dénoncer non seulement l'écart entre l'idéal communiste et la réalité, mais aussi le danger d'un idéal d'éradication définitive du mal. Je rapporte ça à un livre de Finkielkraut qui s'appelle « L'identité malheureuse ». Actuellement, c'est devenu un slogan politique à l'envers. Nous ne produisons du neuf qu'à partir de ce que nous avons reçu. Oublier ou excommunier notre passé, ce n'est pas nous ouvrir à la dimension de l'avenir, c'est nous soumettre sans résistance à la force des choses. Voilà ce qu'écrit Finkielkraut. Jamais l'école ne m'a fait honte de mes origines. Jamais elle ne m'a demandé de renier ma généalogie. Jamais non plus elle ne m'a invité à m'en prévaloir. Elle me demandait d'être attentif, d'apprendre mes leçons, de faire mes devoirs, et elle me classait selon mon mérite. L'origine était hors sujet. Et ça, c'est une école qu'on a tous connue. L'origine était hors sujet. Et c'est fini. Et c'est devenu le problème de fond qu'aborde Finkielkraut.
et considérer que cette école où l'origine était hors sujet, c'était une école qui fonctionnait mal, non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si l'école fonctionnait si bien que tous les problèmes pourraient paraître comme résolus, il n'y aurait rien à dire, mais ce n'est pas du tout le cas, évidemment. Ni les problèmes scolaires, ni les problèmes sociaux. Et moi, je rapporte ça à la critique que fait Robert Heidegger, dans sa critique du progressisme, dans un texte qui s'appelait « Les enseignants assistés par ordinateur », c'est-à-dire l'idée, au fond, que le mirage technologique et informatique parviendra à résoudre tous les problèmes, et dans tous les enseignements, que ce soit les langues, par exemple, les lettres, les sciences et tout le reste. Et on s'aperçoit que, évidemment, c'est catastrophique. C'est pas ça, c'est perçu comme extrêmement ludique. Et à travers cela, notamment, il y a un rejet de tout ce qui pourrait paraître effort ou ennui. Or, même si ça fait extrêmement passéiste et ringard de le dire, dans l'effort, il y a l'épreuve de ce à quoi on s'adresse. Il y a ce que Sartre appelait un coefficient d'adversité. Mais c'est par cela qu'on s'élève, quoi. Et on a une autre image de soi et un autre genre de satisfaction qu'une pédagogie sans effort, qui est impossible. Et l'ennui devient alors du coup presque un gros mot. Il ne faudrait jamais s'ennuyer. Et c'est vrai qu'on a des élèves qui peuvent considérer que l'ennui, des élèves ou des étudiants, qui peuvent considérer que ce qui serait ennuyeux ne viendrait pas de soi, mais de l'objet, quoi. Alors personnellement, si je trouve un texte de Kant ennuyeux, évidemment que ça a dû m'arriver. Évidemment. C'est moi qui ai un problème, c'est pas Kant. Il faut renverser les choses, quoi. Si j'ai du mal à comprendre un texte de Hegel, évidemment que ça m'est arrivé. C'est pas Hegel qui a un problème, c'est moi. Donc il faut rabaisser le narcissisme ambiant, peut-être, une espèce de vanité, à mon avis, issue directement d'une pédagogie où on a mis l'élève au centre, et considérer que l'ennui n'est pas forcément un problème, c'est un état d'âme. Moi je l'appelle météo intime, une météo personnelle qui passe comme un mauvais temps, voilà, quelque chose comme ça. Et de la même manière, le progrès, oui, le progressisme, non, quoi. Voilà. C'est ça que défend Finkielkraut. Point suivant, le quatrième point pour moi, le refus de l'égalitarisme. Alors ça, pour lui, c'est quelque chose de très important. Moi, j'ai été particulièrement admiratif, lecteur et attentif, vraiment, avec tout ce que je pouvais faire pour travailler le plus sérieusement possible. Et donc, ça suppose beaucoup de travail, très attentif, sur l'œuvre de Bourdieu. Et je reste encore aujourd'hui très admiratif de son œuvre, de sa sociologie, de ses apports. Je pense qu'ils sont incontournables. Pour autant, ce que en dit Finkielkraut me paraît lucide. Donc, et l'un et l'autre, quoi. On peut appliquer à Bourdieu, au fond, la logique qu'il applique, ou qu'il établit lui-même concernant les héritiers. Bon, en résumé, Bourdieu démontre que la méritocratie est un mirage. La reproduction des élites ne doit rien à la valeur intrinsèque, naturelle, intellectuelle des individus, ni même à leur quantité de travail effectif, et donc rien à leur mérite, pour Bourdieu. Mais tout, absolument tout, à leur positionnement social. Donc le capital social, c'est-à-dire le capital économique plus le capital culturel, est intériorisé. Merci Sartre en passant, parce que ça, c'est pas une idée qui est de Bourdieu, mais de Sartre à l'origine. C'est intériorisé inconsciemment et reproduit pour coller parfaitement à des grilles d'évaluation qui entretiennent la supériorité des dominants, en sélectionnant les individus non pas sur leur savoir, mais sur des manières d'être, sur des éléments qualitatifs permettant précisément à cette classe dominante de se reproduire historiquement et socialement. Bourdieu vise par exemple, et très justement à mon sens, la stupide critique de certains élèves par certains professeurs qui disent que certains élèves sont trop scolaires. Et ça, c'est un jugement critique de la part des professeurs. J'ai toujours trouvé ce jugement absurde. Et en lisant Bourdieu, ça m'a sauté aux yeux. Comment peut-on reprocher en tant que professeur à un élève d'être trop scolaire? Parce qu'en gros, on est quand même à l'école. Donc c'est pas grave qu'un élève soit trop scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne disposerait pas d'un capital parallèle à ce qu'on enseigne à l'école, qui sera un capital culturel, social, qualitatif. Comme si on demandait à l'élève, bon, moi, voilà mon cours, je t'apprends cela, mais si tu penses par toi-même, si tu le reproduis, tu vas être trop scolaire. Qu'est-ce qu'on lui demande d'autre alors, d'être trop scolaire? Donc je crois que Bourdieu a raison ici, en disant que ce qu'on lui demande d'autre, en fait, c'est d'avoir ces manières d'être et ce capital bourgeois culturel qui n'est pas ce qu'on apprend à l'école, mais ce qui est appris ailleurs, quoi.
et ce qu'il serait capable de reproduire. Donc Bourdieu a raison là-dessus. Il a raison dans le sens où, évidemment, ce qu'on entend par là, cette rengaine de l'égalité des chances, c'est une rengaine qui, en quelque sorte, a été mise à mal par les chiffres, quoi. On le sait, 80% des petits qui redoublent le CP, je crois que c'est à peu près ça les chiffres, on sait très bien qu'ils vont pas avoir leur bac. 80% des cadres sup ont des enfants qui vont devenir cadres supérieurs, 80% des ouvriers ont des enfants qui vont devenir ouvriers. Bon. Qu'on m'explique en quoi, puisqu'il n'y a rien de génétique là-dedans, eh bien il ne s'agit pas d'une reproduction sociale. Donc moi je commencerai par faire l'éloge de la lucidité de Bourdieu. Bon. Parce qu'il a bien raison aussi sur ce point. Bon. Le problème n'est pas là, à mon avis. Le problème, c'est que Bourdieu a raison, mais c'est ce qu'on en a fait qui est devenu une catastrophe. C'est-à-dire qu'on pourrait faire jouer à Bourdieu, les héritiers de Bourdieu se sont comportés exactement de la même manière que les cibles de Bourdieu. Et c'est ce que, en l'occurrence, Finkielkraut vise. Il y a un passage dans le livre qui s'appelle « Les meilleures intentions ». Et là, c'est terrifiant. Enfin, c'est terrible. C'est terrible pour... voilà. Comme le rappelle, je vous lis simplement ce passage, cet essai, comme le rappelle Marie-Claude Blais, Charles Renouvier, le philosophe de la République naissant, dénonçait la tendance de la bourgeoisie à usurper pour ses enfants des places qui devaient être réservées aux meilleurs, toute origine confondue. Il s'élevait contre les bourgeois qui cherchaient à pousser leur progéniture à des positions qu'elles ne pouvaient pas toujours tenir. Ami de l'égalité, il donnait pour mission à l'État républicain d'instaurer sans complaisance ni relâchement une forme de sélection et de donner à chacun sa juste place selon ses aptitudes et son mérite. Ça, c'était avant Bourdieu. Nous sommes aujourd'hui séparés de la pensée de Renouvier par celle de Bourdieu. La méritocratie, nous a appris l'auteur des Héritiers, est un mirage. Sous couvert de connaître et de distinguer les talents, l'école favorise les favorisés. Elle avantagerait le style, le goût, l'aisance qui sont naturels à une classe parce qu'ils sont la culture de cette classe. Ces thèses, bon, je passe le reste, puisque je l'ai évoqué avant, ces thèses étaient iconoclastes en 1964. Elles sont maintenant officielles et tout le monde fait du Bourdieu. C'est ça le problème. C'est les héritiers de Bourdieu qui sont devenus, en gros, l'équivalent des cibles de Bourdieu à l'origine. Une jeune sociologue de la République des idées écrit par exemple « La glorification du mérite est le corollaire logique de l'invisibilité du social. Dès lors que les antagonismes sociaux sont niés, chaque individu est érigé en acteur responsable de ses choix, de ses réussites, de ses échecs. » Et c'est ça que cette jeune sociologue, docile élève de la critique sociale, dit Finkielkraut, l'institution ferait donc l'inverse, elle supprime la distribution des prix, elle soupçonne les bons élèves de délits d'initiés, elle dit à ceux qui ont des difficultés que leurs mauvais résultats sont imputables à l'injustice du système, et elle se met à leur rythme pour n'abandonner personne en route. Ainsi, le niveau s'effondre et seuls les privilégiés échappent au désastre, non parce qu'il leur suffit de fournir un certificat d'état civil pour entrer à Normal Sup, mais parce qu'ils bénéficient d'un enseignement de qualité dans les derniers bastions de l'exigence. Les réformes engagées contre les inégalités aggravent les inégalités. Conclusion des réformateurs, il faut aller plus loin dans les réformes. Il faut même, nous dit maintenant le ministre de l'Éducation nationale, punir financièrement les professeurs qui ont déserté les zones d'éducation prioritaire. Bref, et je pourrais aller plus loin, et Vincent Payon en prend également pour son grade ensuite, on pourrait considérer que ce que rejette directement Finkielkraut, c'est l'égalitarisme. Ce n'est pas l'idéal d'égalité des chances donné à chacun, c'est vraiment le nivellement par le bas qui, dans les faits, conduit à reproduire des inégalités encore plus fortes. Donc la critique du Bourdieu, politiquement et historiquement, a conduit à produire des élèves, au fond de Bourdieu, des disciples qui, dans leur pratique sociale, eh bien, valorisent, au fond, quelque chose qui devient une véritable catastrophe pédagogique. On voit l'équivalent qui vient mal compenser ces catastrophes pédagogiques dans une valorisation de la performance sportive. Et étonnamment, moi c'est quelque chose qui ne remarque pas Finkielkraut, c'est que sur le plan de la performance sportive, par contre, des inégalités du corps, dans le sport, de la beauté par exemple, elles sont valorisées. Donc les inégalités intellectuelles et même le recours au mérite sont quasiment synonymes de péché, de délai d'initié,
une sorte de racisme intellectuel. Celui-là, il est vraiment en ligne de mire. Hein. Il est extrêmement critiqué. Mais par contre, on valorise, via les Jeux Olympiques il y a quelque temps, ou via n'importe quel exploit sportif, alors ça, par contre, les inégalités du corps, au contraire, on les valorise. Toutes les émissions de télévision passent leur temps à fabriquer des concours en cuisine, chez des vendeurs d'appartements et de maisons, chez des gens qui reçoivent les autres pour faire les recevoir entre eux, même des concours d'amitié, pourquoi pas, ça arrivera. Il y a des concours de tout, en fait. Des concours physiques, bien sûr, c'est des concours de Miss. Hein, il y a ça dans l'agriculture aussi, il y a des foires expo, donc il y aura peut-être des concours de Miss, mais après tout, il y a l'équivalent dans tous les domaines d'un concours et de performance physique, et on refuse toute hiérarchie à l'école, là où tout le reste de la société passe son temps à hiérarchiser par l'argent, par le corps, par l'esthétique, par la performance sportive, où là tout est permis. D'où un paradoxe étonnant, et à mon avis, Finkielkraut ne va pas assez loin là-dedans, c'est qu'en réalité, je crois que le culte des inégalités physiques vient compenser un égalitarisme scolaire, intellectuel. La thèse personnelle, c'est que moi je ne crois pas à l'intelligence personnellement, je crois qu'au travail. On rappelle ce que je disais au tout début, je ne crois qu'au travail. Je crois que tout le monde peut tout comprendre, et c'est l'idée que je me fais de l'universalité de la raison, qui a deux sens. Ça veut dire que la raison est présente en chacun, et que tout le monde peut tout comprendre. Il y a des différences au niveau de l'imagination, au niveau de la mémoire, et au niveau de la vivacité, disait Descartes. Mais postuler que la raison est présente en chacun, c'est postuler que tout le monde peut tout comprendre à son rythme. À son rythme, quoi. Et c'est ça la véritable égalité. Ce qui suppose de valoriser le travail et le mérite. Mais considérer que la raison elle-même, et l'usage de la raison elle-même, et que le travail et l'effort seraient à renier et à rejeter, ça ce serait véritablement, et c'est à mon avis véritablement catastrophique. La catastrophe du pédagogisme, on pourrait être sa méthode globale, hein, qui a produit énormément d'enfants qui ont eu beaucoup de difficultés à apprendre à lire. Cette catastrophe pédagogique a été à moitié remise en question. Et véritablement, ce nivellement par le bas, c'est ce qui est rejeté par Finkielkraut. Et on l'évoquait, on peut se demander si aujourd'hui, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a des concerts de slam qui sont organisés pour pouvoir valoriser la poésie chantée, le hip-hop, moi j'ai rien contre, pourquoi pas, il peut y avoir ici ou là des traits de génie, des moments de grâce, hein, c'est très possible. En attendant, eh bien, les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, elles restent là où elles sont, hein, c'est-à-dire dans l'oubli ou dans l'ignorance, hein, parce que c'est pas au cours de ces merveilleux concerts de slam qu'on pourra apprendre cela, ce qui suppose une exigence intellectuelle assez dure, pas du tout dans l'air du temps, assez ringarde, dans le sens où on peut l'entendre, assez exigeante aussi, ce qui suppose de valoriser l'effort, ce qui suppose de dire, à mon avis, pour commencer, que ça c'est un patrimoine culturel universel qui est ouvert à tous, mais à condition de s'en donner les moyens, et pas de baisser les bras. Et je pense que Finkielkraut est lucide sur la démagogie ambiante. Je ne suis pas certain de me faire que des amis en disant tout ça, mais c'est pas grave. Hein, c'est pas grave du tout. 5e point, la critique de l'antiracisme comme idéologie. Finkielkraut rejette l'antiracisme intégral, que moi je préfère appeler antiracisme idéologique, mais bon. L'antiracisme non plus comme lutte contre les racismes, évidemment. Ça fait débat dans le sens où il s'agit plus que jamais de rien céder là-dessus. Mais comme une idéologie instrumentalisant l'antiracisme à des fins particulières. Et par exemple, page 72, dans la seule exactitude, là il a des propos qui sont extrêmement engagés, comme souvent. Voilà. J'ai cherché, je me suis dit, voilà, il évoque on a d'abord mis en accusation le préfet de police, le ministre de l'Intérieur, etc., les adversaires politiques, l'obsession sécuritaire. En fait, il critique dans ce passage-là la manière dont les intellectuels se sont trompés de combat. Et il prend comme exemple ici l'abrogation du monde réel.
et un exemple qui me paraît assez frappant. Dans son livre Limonov, Emmanuel Carrère cite le grand historien Martin Malia. Le socialisme intégral n'est pas une attaque contre les abus spécifiques du capitalisme, mais contre la réalité. C'est une tentative pour abroger le monde réel. De même, l'antiracisme intégral, sous lequel nous vivons, n'est pas une attaque contre les abus spécifiques du racisme, mais contre la réalité. Cette idéologie mobilise tous ces experts, tous ces chercheurs, tous ces sociologues pour récuser les données de l'expérience. Ce qui ne veut pas dire que le racisme a cessé d'exister. Nous sommes voués à nous battre constamment sur deux fronts. Je crois que c'est vraiment d'actualité depuis hier. Contre l'abrogation antiraciste du monde réel et contre le déchaînement raciste des bas instincts. Et ce n'est pas une pétition de principe. Ceux qui choisissent la voie de l'intégration, qui font de bonnes études, qui obtiennent un diplôme, sont souvent au chômage parce qu'ils payent pour les autres. Ils payent pour ceux qui ont un tout autre agenda, qui se considèrent comme des ayants droit, voire comme des conquérants. Il explique, ici en l'occurrence, qu'au nom de l'universel, on criminalise la préférence nationale. Et là, je cite Finkielkraut, « Mais si les nations ne distinguaient pas leurs citoyens, ne leur réservaient pas certaines prérogatives, ce ne seraient plus des nations, ce seraient des galeries marchandes, des salles de pas perdus ou des aéroports. Ce qui est grave et doit être dénoncé, c'est le fait de s'appuyer sur cette préférence pour refuser tout droit aux étrangers, comme le voudrait Marine Le Pen. Un autre ostracisme, cependant, est à l'œuvre de notre société. Quand je lis sous la plume de Caroline Fourest elle-même que le plus grand danger auquel nous sommes confrontés n'est pas le communautarisme islamiste, mais la montée du racisme anti-musulman, pour tenter de revenir au vieux clocher, à la France éternelle, où la norme était celle de l'homme hétérosexuel catholique, je me dis, le cœur serré, que le parti de la détestation nationale ne cesse de progresser en France. Le mariage pour tous a fait souffler sur notre pays un grand vent d'ingratitude, en rejetant tout son passé dans les ténèbres de la barbarie. Et nous voici enfermés dans une alternative inacceptable, ou bien la xénophobie, ou bien, en guise d'appartenance et d'hospitalité, le rejet dédaigneux de notre héritage. Voilà ce que dit Finkielkraut. Donc le temps est venu, d'une certaine façon pour lui, d'oser dire les vérités sans céder ni aux intimidations ni au chantage, qui à mon avis relève un peu de la même pratique que les procès staliniens. Il y avait dans Réflexions sur la question juive de Sartre une définition très très belle de l'antisémitisme qu'on pourrait appliquer au racisme, c'est la même. Sartre explique que l'antisémitisme, c'est en fait une manière, c'est une mauvaise foi, c'est une stratégie d'évitement qui permet à l'antisémite de se donner un contenu existentiel à travers la haine. Et le vrai racisme, c'est exactement la même chose. Moi, je ferai une distinction, cependant, dans le sens où le racisme, c'est bien la haine de la différence. C'est la haine, c'est pas la peur. J'aime pas le terme islamophobie, par exemple. C'est pas une phobie, c'est pas une peur, c'est une haine. Mais c'est une haine qui donne un contenu à quelqu'un qui serait, au fond, sans contenu, a priori. C'est une façon de se sentir exister à travers la haine, quoi. Et l'antisémitisme, c'est la haine de la ressemblance. C'est la haine de la ressemblance, là où le racisme, c'est la haine de la différence. Mais les deux se rejoignent. Hein. Ils sont très proches. C'est la même grande famille. La même grande famille de la mauvaise foi et des pauvres types, en fait. Hein. Quelque chose d'extrêmement minable là-dedans. Voilà ce que dit très bien Sartre dans Réflexions sur la question juive. Mais aujourd'hui, ce que dit Finkielkraut peut avoir également ses accents de lucidité. Tout le problème, c'est que le refus de l'héritage de la tradition, c'est une véritable agression pour beaucoup de gens qui considèrent à juste titre que l'identité, et c'est la définition que j'en donnerai moi, qu'est-ce que c'est qu'une identité? L'identité, c'est une synthèse vivante entre une tradition et un projet, entre un héritage et un futur choisi, quoi, voulu. C'est les deux. C'est-à-dire qu'un projet sans héritage, c'est une définition hors sol, l'individu qui joue à être Dieu en disant « je vais tout me réinventer à partir de rien ». Ouais, et ben, ça conduit à un narcissisme délirant. Et inversement, refuser toute projection dans l'avenir pour se centrer uniquement dans la tradition, c'est considérer que la responsabilité se confond uniquement avec la fidélité à une identité acquise. Et personnellement, je suis contre ça. Je pense qu'il
L'identité, ce n'est pas seulement la fidélité à une identité acquise et transmise, c'est aussi des choix. C'est là ma thèse personnelle. Je considère que l'avenir n'est pas seulement ce qui nous arrive, c'est ce qu'on va en faire. Et c'est là où je pense que il y a peut-être un point d'accord avec Finkielkraut sur sa lucidité très critique et très dure, mais je crois que notre responsabilité, elle n'est pas seulement dans l'héritage, elle est aussi dans un volontarisme et dans ce qu'il faudrait en faire. Et dans un deuxième point, mais là peut-être un peu plus rapidement, pour pouvoir laisser le temps à des échanges entre nous, parce que j'étais beaucoup plus long que j'imaginais en fait. Il y avait de quoi. Mais j'avais beaucoup de choses que je voulais dire, mais je n'ai pas tout dit, mais c'est pas grave. Voilà, sur Finkielkraut. Dans cet ouvrage, pour en finir avec l'irresponsabilité, j'ai essayé de partir d'un constat. À mon avis, il y a deux pièges dans lesquels, une alternative, et deux pièges qu'il faut éviter aujourd'hui. D'un côté, la culture de l'excuse, qui est catastrophique, c'est-à-dire l'injustice dans l'impunité, et de l'autre côté, l'injustice dans l'arbitraire, c'est-à-dire, au fond, une culture punitive. Comment éviter à la fois une culture punitive, aveugle et injuste, où aucune chance n'est donnée à la rédemption, au pardon et à la renaissance de l'individu, et parallèlement à une culture de l'excuse que lui fustige très très bien. On devine un petit peu, une culture de l'excuse qui serait la culture par le déterminisme social. Il faut trouver non pas une voie médiane, d'ailleurs une autre voie, dans laquelle on reprend le problème de la responsabilité à la base. Et ce que j'essaye de montrer là, c'est à travers une lecture de Saint-Augustin, de Ricoeur, de Lévinas, de Sartre, puis quelques hypothèses personnelles, c'est que la vraie responsabilité, elle naît d'un projet de reconstitution de soi. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité? À partir de quoi on peut considérer qu'un individu est responsable? Et ensuite, on va prendre quelques applications. Un individu est responsable à partir du moment où on peut postuler chez lui d'abord une conscience de soi. Il faut qu'il soit conscient de lui-même. En termes philosophiques, on dirait que la fonction du cogito, on peut le dire comme on veut d'ailleurs, eh bien, est établie. Il faut que le cogito fonctionne. Une conscience de soi. Deuxièmement, une conscience d'autrui. Il faut être capable d'empathie minimale, s'apercevoir, se mettre à la place d'autrui pour pouvoir se représenter la souffrance qu'il endure, par exemple, quand on lui fait du mal. Il y a certaines pathologies mentales qui l'interdisent. Troisièmement, la capacité également à se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire, par exemple, à être capable de se dire, après tout, qu'est-ce que ça veut dire demain? Et enfin, la mémoire. La mémoire de soi, que Bergson analyse d'ailleurs comme étant la définition même d'un sujet. Or, c'est vrai que si l'une de ces quatre fonctions est altérée, c'est la responsabilité elle-même qui pourrait être atténuée. Juridiquement, d'ailleurs, ça porte un nom. Le jugement peut être ou bien altéré ou aboli en droit pénal. Dans l'ancien droit, c'était l'article 64 du Code pénal, et aujourd'hui, c'est les articles 222, etc., du nouveau Code pénal. Ça veut dire qu'on considère que la responsabilité est liée à ces conditions mentales, et psychologiques et philosophiques, de possibilités. Or, aujourd'hui, quelqu'un qui est, par exemple, détenu, la responsabilité, elle est vécue comme un verdict. Elle est vécue comme un verdict, c'est-à-dire comme un discours sur ses pratiques. Et toute la stratégie consiste à atténuer la responsabilité ou à l'assumer. Mais une fois que l'individu est jugé comme responsable, par exemple, il va être enfermé. Et là, on le laisse, et c'est terminé. Par quel miracle espère-t-on que cet individu ressort 2 ans ou 5 ans ou 10 ans après, et qu'il est, comme ça, par le miracle d'une conversion, et les conversions, ça peut signifier le meilleur ou le pire, par quel miracle attend-on que cet individu ait changé? Et pourquoi veut-on que cet individu ne recommence pas le mal qu'il a déjà produit? Pour que la responsabilité ait un sens, il faut qu'elle soit vécue comme une véritable tâche d'auto-analyse. C'est-à-dire que le pardon ne peut pas être donné sans un véritable travail, au sens où les psychanalystes l'entendaient. C'est un véritable travail sur soi-même, quoi. Et tant que ce travail sur soi n'est pas fait, on tombe dans l'un des deux pièges, ou bien une culture punitive aveugle, où on se débarrasse du problème en fait en le masquant, quoi. Parce que la punition comme telle, elle est nécessaire et insuffisante. Elle est nécessaire. Sans la punition, c'est parfaitement injuste pour les victimes,
Mais la punition toute seule ne suffit pas. Donc il faut donner à l'individu fautif la possibilité de se reconstituer comme autre, avec ce paradoxe difficile à penser philosophiquement, mais qui est fondamental, c'est que, paradoxalement, c'est parce que je serais devenu un autre que je serais capable de regarder ce que j'ai fait dans mon passé et de l'évaluer. C'est parce que, paradoxalement, je ne serai plus tout à fait le même que celui qui a commis le mal, que je vais être capable de me juger moi-même comme étant le fautif, que je vais être capable de demander pardon, par exemple, et éventuellement d'accomplir ce travail de reconstitution de moi. Mais tant qu'il n'y a pas ce décalage entre moi et moi, entre l'auteur des faits et le nouveau moi, par exemple, eh bien, on pourra continuer longtemps à fabriquer des réformes pénales en mousse, on pourra continuer longtemps ou à enfermer les gens ou à les libérer, ou à leur asséner un verdict de responsabilité, ça ne changera rien. D'où les chiffres catastrophiques de récidive, par exemple. C'est pour cela que quelques thèses que j'essaye d'évoquer ici passent la société en revue, dont le féminisme, qui, à mon avis, a trahi les idéaux du féminisme, par exemple, dont la manière de gérer aujourd'hui la délinquance aussi, qui, à mon avis, est à côté un petit peu de la plaque. Je pourrais l'évoquer. Et peut-être aboutir à une véritable philosophie du pardon, par exemple, ce qui suppose toujours un travail authentique. Alors j'évoquerai beaucoup de ces points ici. Disons que dans cet ouvrage, j'essaye de reprendre le problème à la base, avec une synthèse entre des analyses des auteurs fondamentaux, de Saint-Augustin et Lévinas, par exemple, et Sartre, et puis des tentatives pour aborder les problèmes de fond aujourd'hui. Et je prendrai deux exemples. Le premier exemple, c'est le féminisme. Pourquoi? Parce qu'il me semble que véritablement, aujourd'hui, le vrai féminisme est en danger. Il existait avant un féminisme extrêmement exigeant, quoi. Il y a des féminismes. Le féminisme existentialiste de Simone de Beauvoir, par exemple, consistait à penser que, d'accord, on ne naît pas femme, on le devient, mais il ridiculisait avec bonheur, à mon sens, toutes les définitions faites de la nature féminine, pour y déceler autant de pièges, quoi. L'intuition féminine, l'instinct maternel et tout le reste. Mais malheureusement, aujourd'hui, la misogynie a fait place à ce que j'appelle la misandrie, quoi. Haineuse des hommes de tous les pays, unissez-vous. Donc, en gros, l'idéal féministe est devenu bêtement aujourd'hui la chose suivante. On va faire bêtement la même chose que les hommes, autrement dit, singer ce qu'ils ont pu faire de pire, et en déduire que les femmes ainsi libérées, mais alors dans ce cas, on se demande de quoi, sont devenues enfin modernes. Alors en tête du hit parade de la débilité de ce post-féminisme dégénéré, la pseudo-revanche sur les images. Pour que les femmes soient plus libres, on a mis des hommes à poil dans les publicités et au cinéma. Voilà. On est assez loin de Marguerite Yourcenar, de Simone de Beauvoir, d'Elisabeth Badinter. Elles n'y avaient pas pensé. Les néo-féministes sont certes un peu ingrates, elles pensent peu, elles écrivent avec leurs pieds, mais c'est pas grave, qu'importe. Elles vont faire aussi mal que les vilains hommes en convertissant à degré ou de force une nouvelle génération à la banalisation du sexe, en flattant les représentations de femmes voyeuses, de femmes tellement libérées qu'elles en deviennent incapables d'inventer autre chose que les mêmes recettes de la domination machiste. Vulgarité à tous les étages, étalage d'intimité, désacralisation à marche forcée, marchandisation et répétition servile, mercantile de la réussite sociale. Question à poser, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Mon hypothèse est la suivante. Une liberté ne se construit pas dans la seule revendication d'une identité, d'un héritage, dans une fuite hors sol, ce que je défendais tout à l'heure. L'identité est vraiment un projet. Dit autrement, eh bien, il y avait la possibilité, il y avait un féminisme exigeant, difficile, qui parlait, qui postulait une égalité entre l'intelligence de la femme et de l'homme, entre la pensée de l'homme et de la femme. Ce vrai féminisme est en danger. Il était philosophique, si vous voulez, il est devenu publicitaire. Et il y a des féminismes, il va de soi que ça doit sentir je prends parti pour l'un contre l'autre. Voilà. Il y a un féminisme, au fond, malheureusement, je crois, qui détruit et qui est un véritable obstacle à l'autre. Il y a un féminisme qu'on voit à la télé, qui est bruyant,
qui prend le pire de ce que les hommes faisaient avant. C'est-à-dire, on singe, on copie les beaufs. On copie ce que les beaufs faisaient auparavant, en pensant que ça va être une nouvelle liberté. Mais ce n'est pas vraiment ça qu'il fallait copier, ou c'est pas ça qu'il faut copier. Il vaut mieux copier, évidemment, ou imiter, ou prendre appui sur ce que le féminisme avait produit de meilleur, un féminisme à la Simone de Beauvoir ou à la Gisèle Halimi. Malheureusement, ce féminisme reste à construire, en tout cas, il reste un combat à mener. Et il est exigeant, il est difficile. Il est difficile. Le féminisme facile, c'est un féminisme qui va tout baser sur le corps, qui est racoleur, tout à fait, qui est racoleur, qui est publicitaire dans ce sens-là. Et contre ce féminisme racolage, en fait, il y a un féminisme plus exigeant, plus difficile, à mon sens beaucoup plus respectueux, dans le sens où je considère que les premiers des droits de l'homme, ou les vrais droits des hommes, c'est les droits des femmes. C'est les mêmes. C'est-à-dire toutes les libertés, toutes les véritables égalités. Et je pourrais très bien, en disant cela, avoir à m'opposer à certains types de féminisme qui se prétendent radicaux, mais en fait qui sont simplement purement racoleurs et publicitaires. C'est tout à fait possible. Et dans ce livre, enfin, je pense que l'irresponsabilité, on peut s'en débarrasser à condition d'une exigence humaniste véritable et de ce que j'appelle la spiritualité. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on puisse fonder une morale uniquement sur des intérêts particuliers ou sur des intérêts tout court. Je ne crois pas à l'utilitarisme moral. Alors dire je ne crois pas, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que je crois on peut montrer assez facilement qu'il est impossible de fonder une morale uniquement sur une logique d'intérêt. Ce qui revient à mettre en question la philosophie ou une partie de la philosophie analytique, et ce qui revient à mettre en question l'utilitarisme moral. C'est pour ça que cet ouvrage a une tonalité spiritualiste. Spiritualiste dans le sens, non pas religieux au fond, dans le sens où pour moi l'être humain se définit par ce qui l'élève au-dessus de sa condition, et non pas par ce qui le rabaisse. C'est dans ce sens où d'ailleurs je pense qu'il y a un féminisme qui en dépasse un autre. Il ne faut rien lâcher sur ce premier féminisme-là, qui est celui d'Elisabeth Badinter aujourd'hui par exemple. Et à partir de là, beaucoup de choses restent à poser, parce que je n'ai pas le sens. Je vise également le matérialisme social-libertaire, des choses libéral-libertaire, ou ce genre de choses. Le vrai sens de la responsabilité est à construire, et à mon avis, il ne faut rien céder là-dessus. C'est ce que j'essaie de montrer dans cet ouvrage. Merci.